Et moi, j'en ai croisé un au Baumette. Il me disait que quand il sortait en promenade, c'était l'horreur. Voyou ou pas voyou qu'il était, et ils y tombaient à 5 ou 6 dessus pour le racketter, quoi, tu vois. Il y a une sorte de hiérarchie entre les détenus, du caïd fiché au grand banditisme, jusque tout en bas, celui que t'appelles le pointeur, jusqu'au voleur. Et une fois, on avait un gars, en fait, il est rentré en prison parce que sa femme attrape un jour un champignon sur le sexe, quoi, au vagin. Et ils s'aperçoivent que ce champignon-là s'attrape que sur les cadavres. Et ce mec-là, il travaillait à la morgue de Marseille. Il brûlait les morts, quoi. Il brûlait les morts, c'était un nécrophile. Le mec, il avait mis des lames de rasoir entre ses mains, et puis il balance la main comme ça, et il me taille la Donc chemise. sans raison, juste parce que tu dis qu'il Non, n'y a pas de sans crime. raison. C'est qu'un jour, dans le chemin de Rhône intérieur, un ouvrier trouve une arme de poing avec une balle engagée dans le canon. Et on fouille, et on trouve dans une cellule une grenade dans une boîte de petits pois. Salut à tous et bienvenue dans Ils font Marseille. Aujourd'hui, on reçoit un homme qui a passé 33 ans de sa vie derrière les murs de la prison. Un homme qui a vu les Baumettes de l'intérieur, jour après jour, dans ce qu'elle a de plus dur, de plus violent et aussi de plus humain. Notre invité s'appelle Thierry, c'est un ancien surveillant pénitentiaire. Au fil de sa carrière, il a travaillé dans plusieurs établissements, la maison d'arrêt de Nice, la prison des Baumettes ici à Marseille, mais aussi Salon de Provence, Arles, Rodez et enfin la prison de mineurs de la Valentine. En 33 ans, Thierry a tout vu. Il a côtoyé des détenus anonymes, mais aussi des figures majeures du grand banditisme et de l'histoire judiciaire française, Jackie Lemat, Gros Dédé, Bernard Tapie, Yvan Colonna ou encore Mohamed Amra. Il a tout récemment publié un livre dans lequel il raconte ce que très peu de gens voient vraiment, comment on devient surveillant pénitentiaire, comment on apprend à vivre avec la peur, comment la prison fonctionne comme une société parallèle avec ses hiérarchies, ses règles non écrites, ses caïds, ses zones d'ombre et aussi ce métier, comment est-ce qu'il marche, comment est-ce qu'il use, est-ce qu'il fragilise les surveillants pénitentiaires eux-mêmes. Aujourd'hui, Thierry a accepté de venir raconter tout ça, de parler de la prison telle qu'il l'a vécue, des Baumettes, des détenus, des surveillants et de ce que la société préfère trop souvent ne pas regarder en face. On va essayer de comprendre tout ça sans caricature, avec toute sa réalité. Pour des raisons évidentes de sécurité, Thierry a préféré parler derrière un pseudonyme. Il a également choisi de parler à visage couvert. On commence tout de suite pour ce nouvel épisode de Ils font Marseille. Thierry, bienvenue, merci d'être là. Merci à toi de m'avoir invité. Alors Thierry, déjà avant même de commencer, je parle de ton bouquin parce que je me suis régalé. J'ai passé un super moment, c'est plein d'anecdotes et c'est surtout ultra concret sur le monde de la pénitentiaire. Je vous le recommande très fortement. On va parler de plein de sujets qui sont dans le bouquin à travers cette interview, mais au-delà de ça, vous avez des milliards d'anecdotes dans le bouquin et vous avez plein d'informations hyper intéressantes. Si vous vous intéressez à minima au monde de la pénitentiaire et au monde même des Baumettes, de la vie à Marseille, c'est ultra intéressant. pour nous mettre dans le bain, Thierry, je te propose la souris mécanique. Pourquoi ? Parce que tout simplement, je suis parti à la retraite il y a peu. Ce livre a été fait, j'ai mis plus d'un an à le faire, en collaboration avec un ami à moi. Et je voulais montrer aux gens le vrai visage de la prison, pas le visage qu'on entend à travers la presse ou à travers certains politiques. Vraiment ce qui se passe derrière les barreaux en fait. Des années 90, l'année où je suis rentré, exactement 92, à 2025, le jour où je suis parti à la retraite. Avec toutes les évolutions, mais tu disais que ça n'a plus du tout l'histoire que tu as vécue au tout début. C'est pas du tout la pénitentiaire que tu as connue aujourd'hui. Ah non, on est passé, si je peux me permettre, du coq à l'âne, quoi. Ça, c'est le pourquoi du livre. Et même si on en reparlera sûrement après, la souris mécanique, pourquoi tu l'as appelé comme ça ce bouquin ? En fait, la souris mécanique, parce que ceux qui auront l'envie d'acheter le livre, en lisant le livre, verront un passage à un moment donné qui a marqué la souris mécanique. Voilà, donc j'en dis pas plus. Donc j'en parle pas pendant l'interview, voilà. alors ok, on garde le suspense là-dessus. Alors 2 mots, Thierry, si tu veux bien pour commencer. D'abord, je voudrais juste pour situer le contexte, qu'on mette 2 mots sur comment est-ce qu'on devient surveillant pénitentiaire. Toi, ça t'est venu assez jeune, je crois. Au départ, tu disais que tu voulais être boulanger. Et finalement, J'ai été boulanger. L'école, j'ai arrêté en 3e parce que, comme beaucoup de jeunes à l'époque, peut-être moins maintenant, je voulais avoir de l'argent, puis bon, l'école n'était pas fait pour moi, enfin, je n'avais pas envie de faire des études. Donc, un oncle à moi était boulanger, la boulangerie m'avait toujours attiré, si tu veux. Donc j'ai dit à mon père qui était surveillant aussi, qui a été surveillant. On a l'impression que c'est un peu une affaire de famille quand même. Non, pas une affaire de famille, parce que j'ai que mon père, alors que moi, je peux te dire que j'ai des amis à moi qui ont le père, le grand-père, l'oncle, la tante. J'ai d'ailleurs un ami à moi qui était sur Clairvaux, à la maison centrale de Clairvaux, dans l'Aube, qui a fermé depuis, et que, comme je te dis, il avait son oncle, son grand-père, son père, enfin...
Moi, il n'y a que mon père. Et donc toi, boulanger au départ. Et Boulanger finalement, au départ, à l'époque, voilà, boulanger à 18 ans, mes potes sortaient de boîte. Moi, j'étais derrière le pétrin, ils passaient prendre des croissants. Bon, au bout d'un moment, je me suis dit, putain, voilà quoi. Bien que le métier me plaisait, tu vois, il me plaisait vraiment. J'avais envie de faire la bringue comme tous les jeunes. Et comme à l'époque, il était hors de question que je reste chez moi, le cul posé sur le fauteuil, mon père, il m'a dit, bah écoute, pourquoi tu passes pas le concours? Et je peux t'avouer qu'au début, je suis allé à reculons, quoi, parce que pour moi, c'était. J'avais pas du tout le caractère, si tu veux, pour faire ce métier. Que je ne connaissais pas. pourquoi tu dis que tu n'avais pas le caractère? Parce que j'avais la j'avais à patience. peine 20 ans, j'étais encore. À 20 ans, je parle pour moi, mais à 20 ans, t'es quand même t'es un gamin, quoi. J'ai une tête de bébé, enfin, voilà. Et je me suis lancé, quoi. Je me suis dit, ben pourquoi pas, et je suis parti. Et donc tu débutes. Alors au départ, tu voulais les Baumettes. Finalement, tu n'as pas les Baumettes. Tu commences à Nice. Exactement. J'ai fait mon stage en tant qu'élève à Nice. Je pars à l'ENAP à l'époque à Savigny-sur-Orge. ENAP, École nationale de L'administration l'administration pénitentiaire. pénitentiaire. Je fais mes 2 mois de stage théorique. Comme je t'ai dit, mes 2 mois de stage pratique à Nice. Je fais mon école. Je fais mes vœux. Bon, tu as des notes à la fin, bien sûr. J'avais eu 15, je crois, à l'écrit. Enfin, à l'oral écrit. Et en stage pratique, je crois que j'avais eu 14. Enfin, bon, bref. Et après, tu avais une liste de vœux à faire. J'avais demandé Marseille, Nice, je crois, à l'époque. Marseille, Nice, Grasse et Tarascon, il me semble. Et tu finis Et plutôt j'ai eu bien, Nice, voilà. Donc j'ai fini pas trop mal, on va dire. J'étais content de retourner sur Nice. Voilà. Et donc, direct, tu commences. Et en fait, ce qu'on découvre dans ton livre, c'est qu'il y a quand même, dans le monde pénitentiaire, quand on est surveillant pénitentiaire, la relation qu'on a avec les détenus est hyper importante dans toute sa complexité. Et en fait, ce que tu expliques, c'est que quand on débute dans le métier, ben, c'est finalement le moment où on est le plus vulnérable. Parce qu'on ne connaît pas. Et donc, c'est là qu'on est au proie à la corruption potentielle, à l'intimidation, etc. C'est exactement ça. Et c'est donc, exactement ça. tu Ben, dis, écoute, c'est ce que tu as vécu? Ben oui. Parce que moi, je suis arrivé, je te dis, j'avais 20 ans. Premier jour, puis bon, à l'époque, comme je te dis, tu visitais le premier jour, puis le deuxième jour, tu étais à l'étage, quoi. Tu avais 70-80 détenus à gérer. Donc, premier après-midi, premier matin en visite. Donc, les détenus te regardent déjà jeunes 20 ans. Ils te regardent, puis ils essayent de t'impressionner, ils te fixent. Parce qu'ils savent que tu es un peu fébrile. Exactement. Et je pense qu'on était tous fébriles parce qu'il y avait moi, je te dis, j'étais un des plus jeunes, il y en avait des plus âgés. Mais rien que le fait de rentrer en prison, déjà, tu as des bruits, tu as des portes qui claquent, tu vois. Et tu as quand même cette oppression. Tu as une odeur particulière aussi en prison et tu as quand même cette oppression qui te passe, moi qui m'a passé après avec les années. Mais rentrer dans un milieu fermé, c'est quand même assez particulier. C'est impressionnant. Quoi, tu vois, Ouais. voilà, exactement. Et moi, je me rappelle qu'on a visité tout ça. Et puis, à l'époque, on avait un formateur. Il nous a dit, bon, ben, les jeunes, demain, toi, Thierry, tu vas au B premier. Et puis, c'est de l'après-midi. Ah bon, voilà, quoi. Et donc déjà, les détenus, il y avait une sorte d'intimidation, des jeux de regard, ce genre de trucs? Ben, à l'époque, je vais te dire, à Nice, il y avait beaucoup de Corses. Ok. À l'époque, Nice, c'était le milieu corsico-niçois. Donc, Il y a pas mal d'Italiens aussi, tu dis. Ouais. pas mal d'Italiens aussi. Alors, le bâtiment B, c'était le bâtiment des Européens. Et le bâtiment A, c'était le bâtiment des étrangers. 80% de détenus d'Afrique du Nord. Et à l'époque, ils les mélangeaient pas. Parce que je te dis, il y avait des Corses, des Italiens, puis c'était comme ça, quoi. Donc, je me retrouve là, à l'étage, pas facile à gérer. Et comme tu dis, la corruption, ils te testent de suite, quoi, tu vois. Toi, tu racontes un épisode avec Thierry Derlin, le braqueur. Thierry Derlin, le braqueur Ouais. niçois, qui a été assassiné en 2010. Et lui, il te Un propose un mec billet ou je sais pas playboy, quoi. beau gosse, voilà, playboy, beau gosse. On parle de foot parce que bon, le gars il te parle, tu parles avec lui, quoi. Je veux dire, parce que c'est quand même, c'est des êtres humains, voilà. Tu gères de l'humain, hein. Tu gères de l'humain, hein. Et puis, t'as vu Soréen hier, l'OM, tatati. Moi j'étais de Marseille, lui de Nice. Et puis un jour, il vient me voir, il me dit que ça va et tout. Il me dit, j'ai un service à te demander, tu pourrais pas me sortir un courrier? Voilà, donc là. Si tu dis oui, t'es mort. Tu es mort. Voilà. Ouais. Et moi, bon, j'ai eu la conscience d'esprit de dire non. J'ai dit non. Oui, il m'en a pas voulu. Hein. Il m'a dit, ben c'est pas grave, j'irai demander à quelqu'un d'autre. Tu vois la réponse? Ouais. Déjà, à l'époque, on en reviendra peut-être plus tard à la corruption. Ouais, on va en Déjà, parler. voilà, à l'époque... Mais donc, c'est la première fois où tu te frottes vraiment au sujet, dans sa complexité, comme je disais tout à l'heure. Et après, il y a l'épisode que tu racontes pas mal aussi dans le livre, l'épisode Baloul, où là, première fois Ah où oui. tu te Oui. mets sur la gueule, si je puis me permettre l'expression. je me fais même agresser. Ouais, tu peux raconter?
Parce que le gars, en fait, je me retrouve au premier DUA, le mec, le détenu en question me met le drapeau. Alors le drapeau, c'est que au lieu de taper aux portes, ils mettent une feuille de papier entre la porte et le mur. Et comme ça, ils te font un signe et... Pour faire savoir qu'ils ont besoin de toi. Voilà, Ok. exactement. Donc je vais le voir, je lui demande ce qu'il veut, il me dit Sorien, tu peux me donner mon pécule? Et à l'époque, on n'avait pas d'ordi. Il n'y avait pas Donner mon d'ordinateur. PQ, légal, savoir combien il avait sur le Pécule, compte. voilà, le pécule, en fait, c'est un compte interne à la prison, qu'ils peuvent se faire envoyer des mandats par leur famille, par leurs amis, et ils ont un compte bancaire Donc il voulait interne à la savoir prison. combien il avait Voilà. d'argent sur son compte, ouais. Comme je te dis, on n'avait pas d'ordi à l'étage, j'appelle la comptabilité, et il me dit, bon, il n'a pas un rond, quoi, tu vois. Donc, moi, j'y retourne confiant, candide, tu vois, hein, à l'âge de mes 20 ans, quoi. Je dis, ouais, j'ai un balou, t'as pas de sous. Et le mec, il avait mis des lames de rasoir entre ses mains, tu sais, et puis il balance la main comme ça, et il me taille la Donc chemise. sans raison, juste parce que tu dis qu'il n'y Non, a pas de sans sous. raison, sans raison. Et moi, la présence d'esprit que j'ai eue, c'est que je l'ai poussé. Bon, là, il y avait des grosses portes en bois à Nice. Je suis arrivé à refermer et le mec, il a tapé comme un malade. Donc, je te dis pas, je devais être blanc comme le mur, tu sais. On était équipé de sifflets parce qu'il faut savoir qu'en détention, on n'a pas nos sifflets, on n'a que ça. Ah ouais. Même actuellement, quoi, tu vois, on est quand même en 2025. Bon, maintenant, à notre époque, pour intervenir, bon, ils sont équipés, il y a des gestions équipées, tout ça, mais à l'époque, on n'avait rien. Tu avais quand même été un peu formé à te battre déjà. Oui, mais... Mais bon, t'as pas d'armes sur toi, effectivement. Et puis, comme tu dis, être formé à se battre, mais dans des cas aussi rapides, et surtout quand il y a des lames de rasoir, voilà. Moi, j'ai fermé, j'ai sifflé. Des collègues plus anciens, puis je te dis, c'était mes premiers jours, quoi, tu vois. Ils sont arrivés, ils sont rentrés avec un matelas dans la cellule. Alors que maintenant, c'est des boucliers, tu vois, c'est vachement équipé, quoi. Et ils l'ont sorti Manu Militari, il a pris une bonne raclée. Et il a fini au cachot pour 45 jours. Parce qu'à l'époque, il pouvait faire du quartier disciplinaire. Moi, je dis cachot, quoi. Jusqu'à 45 jours. Alors que maintenant, c'est 30 jours maximum. Et donc les deux expériences assez structurantes que j'ai pu constater dans ton livre. Et à Nice, tu as l'évasion en hélico, là aussi, c'est un truc complètement fou. Non, l'évasion en hélico, c'était au Beaumet. Ah, je pensais que Plus tard. c'était à Nice. Non, ça. à Ok. Nice, en fait, il y a eu une anecdote aussi qui aurait très bien pu mal se finir. C'est qu'un jour, dans le chemin de Rhône intérieur, un ouvrier trouve un sac. Il le mène au directeur ou au chef, je sais plus qui. Ils ouvrent une arme de poing avec une balle engagée dans le canon. Et le soir, au lieu de rentrer à la maison à 19h, ils nous bloquent tous parce qu'à l'époque, les fouilles, c'est mon avis personnel, à l'époque, les fouilles, les citoyens n'étaient pas au courant. Ou alors étaient au courant au dernier moment. Alors que maintenant, c'est pas le cas. Et puis, à l'époque, je mets pas tout le monde dans le même lot, mais les agents savaient tenir leur langue que maintenant, voilà. Et en fait, ils nous bloquent, le directeur, il nous disait, vous restez, on fouille le bâtiment B, suspicion chez un voyou qui s'appelait Marc Logier, à l'époque, qui était fiché au grand banditisme, comme quoi il y avait une deuxième arme dans la cellule. Donc, le CRS vient, au PJ, ils le sortent de la cellule, on fouille la cellule, rien, on fouille tout le bâtiment B. Les gars vont en promenade, les gendarmes les mettent en promenade, donc ils ouvraient. Le gars, il pouvait être habillé ou en caleçon, il descendait en promenade, il n'avait même pas le temps de prendre une veste, tu vois. Et on fouille, et on trouve dans la soirée, dans une cellule, dans la cellule d'un petit voleur de poules, tu vois, si je peux dire, une grenade défensive, dans une boîte de petits pois, Ah ouais, dans du coton posé, enfin... Parce qu'ils sont doués pour faire les caches, quoi. bien sûr. Et voilà, Nice commençait comme ça, donc tu vois. Ça te met dans le bain de... Ah oui, Ouais. oui. Et donc, tu disais, ce qui est particulier, enfin, je sais pas d'ailleurs, je te pose la question, est-ce que c'est particulier ou pas, mais c'est vrai que tu disais tout à l'heure qu'à Nice, il y avait le quartier où il y avait plutôt les Corses, les Italiens, plutôt les Européens, et un autre quartier où il y avait plutôt donc, les étrangers de manière générale, avec une surreprésentation peut-être, en tout cas des Africains, des Nord-Africains. Est-ce que c'est quelque chose que tu as trouvé ailleurs, parce que tu as fait pas mal d'autres prisons, ou est-ce que c'est systématisé? Parce qu'on a l'impression quand même que de manière générale, dans les prisons, il y a une approche assez communautaire, que les gars restent entre eux en fonction de leur communauté, en fonction de leur origine géographique. Mais quand je suis arrivé au Beaumet en 94, je suis arrivé en septembre 94 au Beaumet. J'étais au bâtiment D à l'époque, premier, deuxième. Au Beaumet, c'est pas fait comme ça, typiquement. Non, à l'époque, Beaumet historique. Je te parle pas les nouvelles Beaumet, parce qu'ils ont cassé Beaumet historique pour faire les Beaumet 2 et maintenant les Beaumet 3 là, qui ont ouvert il y a très peu de temps. Et à l'époque, moi quand je suis arrivé au bâtiment D, il y avait beaucoup de condamnés à de longues peines ou alors des prévenus en attente de jugement mais qui partaient pour des années. Et c'est effectivement, j'ai retrouvé la même chose, c'est qu'au premier, deuxième, c'était pratiquement que des Maghrébins ou des Africains ou tu vois, des étrangers.
Et 3e, 4e, c'était que des kékés, quoi, des cadors, quoi, tu vois. Ski, le Francis Belge, Loulou Régnier, enfin, tous les gros boss de l'époque, quoi. Et donc, à part, il y a les mineurs et il y a les femmes, de fait. Après, il y a aussi, je crois que tu cites à un moment donné, ceux qui ont des À problèmes Nice, psychiatriques. ouais, à Nice, il y avait un quartier mineur. Il y avait 12-13 cellules, on aurait dit qu'ils étaient 40. Parce que les mineurs, c'est compliqué à gérer. Déjà, à l'époque, c'était compliqué. Et ça l'est encore plus maintenant. Ouais, il y a l'excuse de minorité, qui pour moi est plus une excuse, parce que ce sont des hommes, ce sont plus des... Et à Marseille, moi, au bâtiment D, il y avait que les majeurs. Alors, pareil, si on met de côté la question des femmes et des mineurs, je te parlais tout à l'heure d'une approche communautariste, en tout cas d'une vision communautariste de la vie en prison. Et on a aussi le sentiment qu'il y a une hiérarchie qui est non plus horizontale, mais qui est verticale. Et ça aussi, c'est ce que j'ai découvert dans ton livre. On a le sentiment qu'il y a il y a une sorte de hiérarchie entre les détenus, du caïd, du fichier au grand banditisme, jusque tout en bas, celui que tu appelles le pointeur, jusqu'au violeur. Et on a l'impression que les droits sont pas les mêmes suivant où tu es dans la hiérarchie. Bah déjà, le pointeur, il fait pas partie du grand banditisme. Non, ça bien sûr. Voilà, à Et l'époque, par exemple, tu cites les frères Navarro, frères Navarro qui arrivent et qui eux ont tout droit dans la douche. Alors et tout le monde s'en va quand ils arrivent. C'est ça. tandis Mais que en le fait, pointeur- voilà, moi, une fois à Nice, je me retrouve les premiers temps en difficulté, tu vois, parce que tu envoies les douches, tu en envoies 7 ou 8, les mecs ils traînent, tu vas les chercher. Ils te voient, ouais, surveillant, on arrive, et puis bon, au bout d'un moment, et à l'époque, je me rappelle, il y avait 2 Corses, les frères Navarra. Navarra, oui, j'ai Voilà, Navarro, c'est Navarra, ils me demandent la douche. J'ai dit, écoutez, moi je vous envoie la douche, mais c'est plein, quoi. Ils m'ont dit, ne vous inquiétez pas, surveillant, avec leur accent bien corse. Je les ai envoyés, 2 minutes après, ils sont tous sortis. Il y en avait, ils avaient du shampoing encore dans les cheveux, tu vois. C'est pour te dire le charisme des voyous, quoi. C'était les cadors de l'étage et ils sont rentrés. J'ai entendu des éclats de voix, les gars sont sortis et ce jour-là, ça m'a bien arrangé, quoi. Et là, donc, tu en cites pas mal des parrains du milieu marseillais, niçois aussi un petit peu, que tu as pu rencontrer, Oui. toutes Oui, ces à gamins. Nice, j'ai connu Michel Borde. À un moment donné, je parle de Michel Borde, c'était un petit blond il y avait des attentats sur Nice, que j'ai croisé d'ailleurs dehors, tu vois. 2 jours avant qu'il se fasse tuer. Pareil, au début, tu vois, on parlait de corruption. Un jour, je vais manger avec un ancien, si on peut dire, qui était moniteur de sport à Nice à l'époque. Il me dit, ah Thierry, tu veux qu'on aille manger un morceau tous les deux le midi? J'étais de journée, tu vois. Et on va dans un resto, tu sais, donc on mange et tout. Et puis j'appelle le serveur au bout d'un moment pour payer. Et il me fait, non. Comment ça, non? Ah, il me dit, mais c'est bon. Et en fait, j'ai su après que c'était le restaurant d'un gros voyou niçois, quoi, tu vois. Et alors, tous ces mecs-là, on en parlait là juste avant l'émission. Je te disais, j'ai reçu Milou il y a pas très longtemps de la French Connection, avec lequel on a vachement discuté de ce milieu, cet ancien milieu corso-marseillais. Et lui, il a une vision. D'ailleurs, on a eu plein de commentaires là-dessus, sur des mecs qui disent mais ça n'existe pas, ou alors c'est pas la réalité. Il a une vision très romantique du truc, en nous disant qu'il y avait un code d'honneur, que ces voyous-là, ils étaient très respectables, je sais pas, mais en tout cas respectés, très respectés. Après, il y avait un code d'honneur, certes, mais bon, ils étaient amis un jour, ennemis le lendemain. Ouais, mais la manière dont t'en parles aussi, toi, il y a une distance, tu sais qu'ils ont fait des conneries, mais il semble quand même y avoir un certain respect pour ces mecs-là. Oui, tout à fait, bien sûr. Il y avait un respect mutuel. C'est ça. À l'époque, dans les années 90, je te dis à l'époque, moi, autant à Nice qu'à Marseille, il y avait Francis Beige, Loulou Régnier. Les mecs, bonjour, ça va, surveillant, oui, et vous, et tout. Et Toi, ça, on se tutoyait la plupart du temps. Tu dis c'est plus le cas aujourd'hui, Ah ça n'existe non, plus. c'est fini. C'est quoi? Qu'est-ce qui a changé? Ça a changé que déjà, c'est plus le milieu d'avant. On le voit de toute façon à travers l'actualité. Ça flingue de partout. Tu le vois actuellement avec la DZ Mafia, comment ça se passe. Mais ces voyous-là, ils existent, ils sont encore. Il y en a pour certains d'entre eux, ils sont encore en prison aujourd'hui, au Beaumet. Tu parles des anciens? Ces anciens du milieu. Il n'y en a plus trop. Il y en a plus trop. Et moi, j'en ai croisé un au Beaumet. Il m'a dit qu'il sortait même plus en promenade, quoi, tu vois. Il préférait aller aux activités ou à la bibliothèque parce qu'il me disait que quand il sortait en promenade, c'était l'horreur, quoi. Voyou ou pas voyou qu'il était, ils y tombaient à 5 ou 6 dessus pour le racketter, quoi, tu vois. Ah ouais. C'est l'horreur, quoi. Alors qu'à l'époque, tu le voyais pas, ça. Et donc, on me disait, donc tout en haut, potentiellement, tu as les vrais caïds, et tout en bas, on en parlait tout à l'heure, tu as les pointeurs qui sont aussi souvent les souffres-douleurs. C'est ça, hein?
Il y a un moment dans le... À l'époque, oui, c'est vrai que... C'est plus le cas aujourd'hui. Non, ça c'est... Il y a un moment où tu dis même que, en parlant à un pointeur, en l'occurrence, tu lui dis, si, je sais plus ce qu'il fait, qui range pas sa cellule ou je sais pas quoi. Et tu lui dis, si tu continues, je vais te mettre avec les autres et tu vas voir C'est que ça ça, pas la en même. fait, le jour-là, je prends mon service au bâtiment A, et le mec, j'ouvre, j'ai le café qui est remonté tellement que c'était pourri, quoi, tu vois. Donc, je suis allé prendre une poubelle, les grosses poubelles noires, j'ai rempli d'eau chaude, de javel, j'ai tout balancé dans la cellule. Et j'ai dit, maintenant, mon coco, tu vas nettoyer, quoi, tu vois. Et il était pas content, quoi, tu vois, mais il a nettoyé. C'était sale sur lui, j'ai appelé l'oxy. Parce qu'il faut savoir qu'en prison, tu as des auxiliaires. On avait un oxy coiffeur. J'ai dit, écoute, lui, fait une belle coupe militaire. Parce qu'il avait les cheveux jusqu'au milieu du dos. Il lui a coupé les cheveux, il l'a fait tout propre, tu vois. Je l'ai refoutu en cellule et je lui avais dit, en sachant pertinemment qu'il le mettrait pas avec les autres, avec les droits communs, tu vois. Tu pouvais pas, ouais. Voilà, j'avais dit, écoute, si je te reprends, que tu es dégueulasse comme ça, moi j'ai dit, je suis payé pour te garder, pas pour respirer ta merde. Et j'ai dit, si tu continues comme ça, je te fous en promenade avec les autres. Et puis voilà. Tu as dû voir dans ces situations un peu absurdes, donc là, il y a le gars qui vit dans la crasse absolue, et effectivement, tu le racontes bien dans le livre. Tu as aussi une anecdote qui est complètement folle sur le nécrophile. Ah oui. Et une fois, on avait un gars pareil à Salon, et en fait, il est rentré en prison parce que sa femme attrape un jour un champignon sur le sexe, quoi, au vagin. Donc elle va voir son docteur, voilà, elle attrape un champignon, le docteur, je sais pas, il lui fait faire des analyses, et ils s'aperçoivent que ce champignon-là s'attrape que sur les cadavres. Et ce mec-là, il travaillait à la morgue de Marseille. Mais j'en rigole, mais c'est affreux. C'est abominable, mais bon. Il violait les morts, quoi. Il violait les morts, c'était un nécrophile. Et il s'est retrouvé, ouais, il a pas pris beaucoup, je crois qu'il a pris 4 ou 5 ans. Hein. Mais c'est viol sur l'intégrité d'un cadavre, quoi, tu vois. C'est abominable, ouais. Après, on en a eu un autre, un jour enfouillé à une cellule, tu vois. On cherchait des trucs pédopornographiques. Pareil, on chope ce qu'on doit trouver. Il remonte des ateliers. Parce qu'il faut savoir qu'en prison, les violeurs, tous ceux qui sont des auteurs à infractions à caractère sexuel, comme on dit, sont souvent classés, tu sais, parce que ce sont des gens qui se tiennent bien, qui te font pas chier, quoi. Malgré, nous, parce que nous, on n'est pas là pour juger en même temps. Hein. Ça, tu vois, les anecdotes que je te raconte, balancer de l'eau comme ça, voilà, je l'ai fait à une époque, tu pourrais plus le faire maintenant, quoi, tu vois. Et ce mec-là, on fout sa cellule, on trouve des trucs dégueulasses, donc en remontant des ateliers, le chef, il me dit, faut le fouiller. Donc je le fais rentrer dans une cellule, tu vois. Je lui dis, tout nu, quoi, tu vois. Vous voulez pas, je veux pas, je dis, mais t'as pas le choix, mon coco, faut tout mettre tout nu. Hein. Et le gars, il avait des bas, tu sais, dessous. Il avait des bas. Ah oui. Il portait des bas. Des bas de femmes, ouais. Des bas de femmes. Ouais. J'ai appelé mon pote qui était dehors, et il est rentré, on s'est foutu de sa gueule. Bon, c'était... Voilà, faut pas le faire, mais on n'a pas pu s'empêcher. Est-ce que dans ton métier, donc là on a parlé, ça fait juste 10 minutes qu'on parle, on a parlé de violeurs, on a parlé de gars qui te sortent des lames et qui essaient des lames de rasoir et qui essaient de te tuer. Au quotidien, comment tu arrives à gérer ça? Il doit y avoir une peur constante dans le quotidien, dans ton activité. Comment tu arrives à gérer ce truc-là? Déjà, tu as eu peur vraiment toi pour ta vie? Moi, pour ma vie, non, mais il y a des moments où j'ai dit, tu vois, comme le coup quand on a trouvé la grenade à Nice, le lendemain, je bossais à l'étage, parce que là, tu finissais à 5h du matin, à 7h, il fallait revenir travailler, quoi. Eh ben, t'étais quand même pas tranquille. Oui, peur. Après, la peur, faut pas travailler avec la peur, mais faut toujours être, voilà, vigilant. Exactement. Ouais. Et ça, maintenant, je vais te dire un truc par rapport à avant. Je trouve que, pas tous les surveillants, attention, hein, pas tous, hein, mais je pense qu'il y a plus de copinage et beaucoup moins de vigilance qu'avant. Avec les détenus? Ah oui. Ah ouais? Oui. Avant, tu pouvais discuter avec les voyous, voilà, comme tu dis, c'était l'ancienne école, comme je te dis, le Belge, il y avait Émile Diaz qui est venu chez toi, Milou, mais maintenant, mais c'était pas nos copains. C'est ce que tu dis quand même que tu peux discuter avec eux, mais tu dis dans le livre, si j'ai bien retenu, tu dis 2 choses. La première, c'est que le tutoiement, on essaie d'éviter, et la deuxième, c'est que jamais tu te rends redevable de quoi que ce soit, sinon t'es mort. Donc c'est bien que tu essaies de garder tes distances. Exactement, le coup du petit Derlin, la Thierry Derlin, toi j'aurais sorti le courrier, c'était foutu, quoi. Ouais. Moi je connaissais un sur à Nice à l'époque, il trouvait pas de logement, sa femme était au chômage, et puis il s'est retrouvé à habiter dans le plus beau quartier de Nice. Sa femme travaillait en boîte de nuit, et ils se sont aperçus que c'était un voyou qui l'avait... Bon, il s'est fait virer, quoi, tu vois.
Mais sans compter que je sais pas quel est le salaire qu'un surveillant. Je sais pas si tu peux nous le dire d'ailleurs, le salaire d'un surveillant En pénitentiaire. fin de carrière, Ouais. moi, à la fin, je gagnais, on n'est pas riche, 2900 € net. Et donc, Sans heures, voilà, net. et tu te retrouves face à des gars qui en face, bah voilà, on parlait en introduction de Mohamed Amra, qui eux sont nos limites quoi, niveau cash. Donc Exactement. niveau corruption, ils jouent pas dans le même cours que toi quoi. C'est ça, c'est Ouais. exactement ça. Il faut que les jeunes de maintenant, les jeunes surveillants qui rentrent actuellement dans l'administration, que en faisant son métier, tu sais très bien de quel côté tu te places. Ouais. Mais donc il y a une grande part de probité morale quoi. Exactement. Ouais. Ouais. Sinon tu peux pas faire le métier. Non. Sur le sujet des armes, on en a un peu parlé tout à l'heure. Là aussi, il y a une question qui interroge pas mal quand même. Comment est-ce que des armes peuvent passer en prison? T'en parles un peu en disant qu'il y a les lames céramiques qui peuvent passer parce qu'elles sonnent pas au portique. Ouais. Mais de manière générale, comment est-ce que c'est possible que des armes se retrouvent en prison? Parce que c'est assez fréquent de fait. On a parlé d'un calibre tout à l'heure, Oui, tu dis oui. une grenade Ouais, défensive. le calibre avait été trouvé dans le chemin de ronde intérieur, donc ça a été balancé à travers le mur. Et puis maintenant, je te parle de l'époque actuelle, tu as les drones, Ouais. tu as les parachutages de l'extérieur, qu'à l'époque, tu n'avais pas tout ça. Enfin, moi, je me rappelle, puis tu as les téléphones portables. Ça a été un fléau pour Mais l'administration. même ça, comment ça rentre? Voilà comment ça rentre. Ça rentre par les surveillants, par les avocats, par les intervenants extérieurs. Et ça rentre, c'est tout. Puis il n'y a plus de fouilles comme avant. À l'époque, le gars, il passait au parloir famille, tu vois. Je te donne un exemple tout bête. Le mec, il avait son parloir. Il sortait de parloir, tu le fouillais intégralement. Maintenant, ils en fouillent 1 sur 20, quoi, donc, tu vois. Et comme ils fouillent toujours les mêmes, au bout d'un moment, ils comprennent, les mecs, ils sont pas cons, quoi, tu vois. Donc tout le shit, même les téléphones qui se coffrent, mais qui se coffrent des téléphones, hein. Se coffre, ça veut dire qu'ils se le... Tu vois ce que je veux dire? Ah pardon. Ouais, Ouais, ok. voilà. Ouais. Ok. Tu vois? Ouais. Mais comme ils sont plus fouillés, à l'époque, on leur demandait de se déshabiller à poil, quoi, tu vois. Même sur un Maintenant... portable, il y en a qui coffrent. des Ah portables. oui, ah, bien sûr. Donc qu'on le dise parce qu'il y a Bien sûr. là, Et il y a des femmes détenues voient. qui se coffrent des portables dans le vagin. Pour ceux qui nous écoutent donc, et qui nous voient pas, on parle de se mettre un portable dans le cul Oui, concrètement. parce qu'ils font des mini portables, là, qui vendent, là, tu sais, des petits, tout petits, là. Et ils se foutent dans le cul, quoi. Et donc le risque, tout ce qui peut rentrer, donc on a parlé des armes, on a parlé des portables, il y a du cash aussi qui rentre beaucoup. Oui, j'imagine. bien sûr, il y a du shit, et puis le shit, hein. Le shit, c'est... Ben, tu rentres dans une prison maintenant, ça pue le shit, ça pue le shit. Et quelle est aujourd'hui la réglementation relative aux fouilles? Tu peux en fouiller, mais seulement certains? Voilà, en fait, tu as un article, je crois que c'est l'article 57, qui font que généralement tu fouilles des gars qui sont impliqués dans un trafic de drogue. Et bon, moi je me rappelle, quand j'étais au bourgmestre en 2020, là, au parloir, on a mis une liste de gars, mais de semaine en semaine, c'était tout le temps les mêmes, quoi, tu vois. Donc comme je te dis, les mecs, ils sont pas assez cons pour garder le matos sur eux, donc ils le filent à d'autres, et comme les autres sont pas fouillés, ils sont juste palpés, tu vois, c'est juste des fouilles par pas de passion. Donc, c'est les autres, c'est des mules, si tu veux, les autres, tu vois. De manière générale, en lisant le livre, on a un peu le sentiment qu'il y a l'organisation dans sa globalité, l'organisation pénitentiaire périclite. Sur tous les aspects, tu parles même du costume du surveillant pénitentiaire. Tu dis qu'avant, tu t'étais même fait renvoyer parce que tu étais mal rasé. Ouais. Et donc avant, on laissait rien passer, et aujourd'hui, plus le temps passe et plus on laisse passer. Globalement, C'est-à-dire comment ça se fait? qu'avant, c'est pas que... Avant, le voyou, s'il fallait lui taper dessus, entre guillemets, il se faisait taper dessus. Et vous, les surveillants, vous étiez en capacité de le faire sans vous faire remonter Non, les se bretelles? taper dessus au sens figuré, tu vois ce que je veux te dire? Ouais. Voilà, mais si tu faisais une connerie, le directeur il t'appelait, il te disait monsieur, voilà, ça faut pas le faire. Et ça restait maintenant, le surveillant fait une connerie, il se fait allumer, quoi, tu vois. Ah ouais, mais jusqu'où vous avez le droit de faire quoi concrètement? Rien. Un surveillant qui pèterait, je sais pas, qui ferait n'importe quoi, qui pousserait des hurlements toute la journée, qui serait absolument ingérable. Qu'est-ce que vous pouvez faire ou détenu ne pas faire? Ouais, un détenu. Si, tu le sautes il l'attrape et il le met dans l'infirmerie, comme j'en parle dans le livre, tu vois. Ils lui font une piqûre ou ils lui donnent des calmants, mais après, ou alors ils le mettent au quartier disciplinaire, mais non. Même tu te fais agresser, bon, tu vas te défendre, mais faut pas trop amocher le détenu, quoi, tu vois. Sinon, c'est toi qui te retrouves dans la merde. Moi, j'ai connu ça à Salon, j'en parle d'ailleurs dans le livre, à Salon, un matin, on part pour aller chercher un gars au quartier disciplinaire.
qui ne se laisse pas faire, en l'occurrence, tu vois. Et bon, force strictement nécessaire, comme on dit. Et, on le secoue un peu, quoi, tu vois. Et ben, on s'est retrouvés tous les trois chez les flics, parce que quand il a été transféré sur Lyon, là-bas, il s'est plaint, parce qu'il avait des marques, bien entendu, tu sais. Quand t'attrapes un gars qui ne se laisse pas faire, voilà, c'est pas le monde des bisounours, hein. On s'est retrouvé chez la police. Ensuite, l'inspection de Paris qui est descendue nous entendre. Alors, on a été traités comme de la merde, je te le dis sincèrement, tu vois. Et après, on s'est retrouvés tous les trois devant la juge d'instruction pour violence volontaire. Bon, on a eu un non-lieu à l'arrivée, tu vois. Mais on a eu une épée de Damoclès. Ça, je te parle en 2010, quoi, tu vois. Déjà en 2010, ça commençait déjà à changer, quoi. Tu as peur de perdre ton poste, tu as peur de... Ah oui, mais on aurait pu se faire virer, hein. Et le gars avait des problèmes psychiatriques, des gros problèmes psychiatriques. On peut dire que c'est ça qui nous a sauvés, entre guillemets, quoi, tu vois. Et du coup, donc cette organisation qui est de plus en plus compliquée à gérer, c'est une question d'abord politique ou c'est aussi une question de surpopulation carcérale dont on parle beaucoup? On dit souvent que les prisons sont Ouais, toutes je pense que c'est les surpeuplées. deux. Je pense que c'est une volonté politique, hein, Qui n'est pas là, du coup. qui n'est pas là. Qui n'est pas là. La surpopulation, c'est sûr que ça y fait, hein. C'est sûr que quand Parce tu que vois... ça aussi, tu l'as vu évoluer. Oui, Au départ, oui, c'était pas le oui. cas et Ah oui, bah aujourd'hui, à les l'époque, où je prisons... suis rentré, je crois qu'il y en avait 50 ou 60 000. Là, ils sont 85 000, quoi, tu vois. Ah oui. Donc, et puis, il manque des agents. À l'heure actuelle, il manque 4000 surveillants. 4000 surveillants dans tout l'Hexagone pour que le tôle tourne normalement. Et puis, comme je te dis, c'est une volonté politique. En fait, c'est... voilà... pas de vague. L'administration, c'est ça, hein, c'est pas de vague. Ouais. Et donc, ouais. Donc pas de vague égale pas de volontarisme. Avec Darmanin, bon, Tu peux pas faire grand-chose. il fait preuve de bonne volonté, Darmanin, tu vois, avec l'ouverture des quartiers de criminalité contre la lutte, enfin, contre les narcotrafiquants. Mais ça, il aurait peut-être fallu le faire il y a quelques années, quoi. Et là, on arrive à un moment donné, maintenant, c'est compliqué, quoi. Et je te dis, il faut réinstaurer, pour moi, hein, pourtant, je suis pas j'ai jamais été un tyran avec un détenu, j'ai toujours été juste. Moi, je leur disais toujours, vous me faites pas chier, je vous emmerderai pas. Et ça, les anciens voyous le savent, enfin, ils le savent, hein. Mais maintenant, c'est plus comme ça, quoi, tu vois. Il y a eu trop de social dans les prisons, et maintenant, ben, on le paye, quoi. Tu vois, à l'époque, les gars, ils avaient des activités, mais maintenant, ils ont des cours de cuisine, des cours de yoga, des cours des coachs sportifs individuels, ils ont de théâtre, ils ont... Enfin, mais tu l'as vu d'ailleurs aux actualités, à Paris, ils faisaient du karting. Ils ont des permissions pour aller au musée, mais les mecs, ils se cassent, ils s'en vont, ils s'évadent. Qu'ils en ont à faire d'aller au musée. Enfin, c'est absurde, quoi. Il y a quand même dans l'institution au sein de la prison, il y a quand même une autorité. Est-ce que l'autorité qui vient du surveillant pénitentiaire demeure? Est-ce qu'il y a quand même même une menace qui existe? Par exemple, tu parles pas mal du cachot tout au long de ton livre. Est-ce que cette menace existe et permet quand même d'avoir un rapport de force sur le détenu ou pas particulièrement? Avec certains détenus, oui, mais avec certains autres, non. Puis il y a tellement, je vais te dire, moi, j'ai connu au Beaumet, là, tellement de procédures en cours disciplinaires. Il y a des mecs qui passaient, qui étaient sur liste d'attente, d'ailleurs, j'en parle dans le livre, pour passer au cachot. Et il y a tellement de... juste, peut-être j'en ai parlé, mais peut-être tout le monde n'est pas au clair sur ça. Le cachot, c'est un endroit, quand tu fais une Voilà, bêtise, c'est un endroit le disciplinaire. quartier disciplinaire, voilà, nous on appelle ça communément le cachot. C'est-à-dire que quand un détenu fait une connerie, il prend un rapport d'incident qui est traité. Alors c'est pareil, pour traiter les rapports d'incident, c'est des tonnes de paperasse. Ils ont droit à un avocat commis d'office qui est payé, je crois, dans les 100 ou 150 euros aux frais du contribuable. Parce que le mec, il a pas un rond, c'est toi qui vas payer avec tes impôts, enfin, tu vois. Puis le cachot, comme je te dis, il y en a certains... Il y en a tellement... Moi, je me rappelle que j'y ai travaillé, moi. Puis, il y a tellement de procédures qu'il y en a qui font même pas leur cachot, quoi. Tu vois, ils sont sur liste d'attente. Moi, où j'étais, il y avait une quinzaine de places. Donc, c'était plein, on va dire, le 3/4 du temps. Il y avait des listes d'attente et au bout d'un moment, les mecs, ils faisaient même plus leur cachot. Oui, donc de fait, la sanction, ils s'en foutent complètement. Exactement. Le Ouais. mec, pour un téléphone portable, à l'époque, il allait au cachot. Maintenant, il va pas au cachot. À moins qu'il se fasse attraper 4 ou 5 fois, là, oui, il va faire 10 jours de cachot, tu vois. Ou alors, il dit qu'il est suicidaire, au moins, il fait pas de cachot. Et ça marche le 3/4 du temps, hein.
Juste en levant Ben oui, le parce drapeau. qu'il est reçu après à l'unité sanitaire ou au SMPR, et puis les psychiatres, bon, ils font leur boulot, je dis pas, mais voilà, le mec il dit je vais me couper, je vais me pendre, ben non, mais non, mais Pour des voilà. grèves de la faim aussi. Ouais, enfin, grève de la faim, ouais, ça dure un jour et demi, quoi, tu vois. Grève de la faim, ils se font envoyer de la bouffe par leurs collègues à côté, quoi, tu vois, donc c'est pas trop les grèves de la faim, quoi. Et ça varie quand même d'une prison à une autre. J'imagine qu'il y a aussi un volontarisme de la part de la direction de la Ah oui, prison oui. d'être un peu plus. Ah oui, mais moi j'ai fait des petites tôles, je peux te dire, moi j'ai fait Rodez, bon, c'était pas la même, c'était pas le même style de détenu, hein. Rodez, c'était plus des voleurs de poules, tu vois. D'accord. Mais les mecs, quand ils allaient au cachot, ils faisaient leur cachot. Parce que le directeur qu'on avait, c'était un vieux de la veille. D'ailleurs, le directeur que j'avais à Rodez, je l'avais connu, premier surveillant, chef, on va dire, à Nice, tu vois. C'était un vieux de la vieille, que, voilà, le mec, il prenait 10 jours de cachot, il faisait son Tu faisais ton cachot. cachot. On a parlé de la violence, Thierry, pas mal. Il y a un autre sujet dont tu parles aussi dans le livre, qui est le sujet de la sexualité. Tu dis, quand on est en prison, on n'a pas de liberté, et n'ayant pas de liberté, on n'a pas de sexualité non plus. Et j'ai l'impression que ça crée quand même pas mal de problématiques. Tu cites des gars qui se masturbent plus ou moins devant tout le monde, enfin, ce genre de trucs. Ouais. Quel est le rapport que les détenus ont à leur sexualité? Comment ça se passe en interne? Le rapport, c'est que, bon, ils ont plus de sexualité qu'avant. Hein. Parce qu'avant, maintenant, tu as des UVF, tu sais, des unités de vie familiale, j'en parle dans le livre. Ouais, ça aussi, Les peut-être, gars, pour voilà. que tout le monde soit au courant, pendant 72 heures, tu peux Voilà, appeler ta famille. je crois, de 24 à 72 heures, ils ont le droit de recevoir leurs parents, leurs femmes, enfin voilà. Donc, voilà, quand ils reçoivent leurs épouses, ils font l'amour, quoi, si on peut dire, tu vois. Et puis maintenant, ils font ça au parloir aussi. C'est toléré, je veux dire. Moi, je me rappelle à l'époque, quand je suis rentré, le gars, il fallait pas qu'il se frotte à sa femme, hein. Sinon, il se faisait sortir manu militari de la cabine, et puis... Et pire que ça, tu dis même dans le livre qu'il y en a un qui appelle une prostituée au parloir. Oui, à Nice, oui. C'est ouais. Et on l'a sorti de force, le mec, parce que voilà, je te fais pas un dessin. Et après, on s'est aperçu que c'était une pute qui avait fait un permis de visite et qui venait le voir. Et le mec, Et ça, enfin, est-ce que tu as une idée comment est-ce qu'on peut lutter contre ce truc-là? Parce que c'est vrai qu'après, on arrive sur des situations qui sont surréalistes. Je crois même que c'est Nordal Lelandais qui a fait un gamin en ouais, tôle, ça. oui, complètement. Bah, déjà, écoute, Nordal Lelandais, qui autorise les UVF, mais il y a droit. Le problème, c'est que Nordal Lelandais, c'est un détenu pas comme les autres. Mais aux yeux de l'administration pénitentiaire, c'est un détenu comme les autres. Il doit être traité comme tout autre détenu, malgré les saloperies qu'il a fait, parce qu'il a fait des tu horreurs, le ouais. sais aussi bien que moi, ça a défrayé la chronique. Hein. Eh ben, il y a quand même une nana qui a trouvé le moyen de tomber amoureuse de ce type, d'avoir un gosse avec. Et là, dernièrement, il a plus le droit de l'avoir parce qu'il l'a tapé dans les parloirs. Enfin, tu vois là, et le mec, il avait le droit des UVF. Hein. Ça aussi, c'est un sujet, puisqu'on parle de tomber amoureux. Tu dis que ça arrive pas mal aussi. C'est arrivé à plusieurs reprises dans ta carrière. Une surveillante ou un surveillant qui tombe amoureux de un ou une détenue, c'est un truc Ah que oui, tu vois? oui. Ben moi, à Arles, il y avait une première surveillante à l'époque qui était tombée amoureuse d'un voyou, un mec de Nice, tu sais, un gros voyou, quoi, tu vois. Et puis tout le monde le voyait, quoi, tu vois, le comportement. Le mec, il travaillait à la bibliothèque à l'époque. Le matin, elle était au niveau du bâtiment B, elle faisait des allers-retours, elle l'attendait. Dès qu'elle le voyait, elle rentrait avec elle dans la... C'était tout... un aveugle l'aurait vu, quoi, c'est pour te dire. Et puis un jour, elle s'est fait choper au portique avec téléphone, shit, et tout ce qui suit, quoi, tu vois. Ouais, donc on revient. Et c'était quand même une ancienne, voilà. Ah ouais? Donc il faut pas dire, voilà. C'est pas que les Il n'y a jeunes. pas que les jeunes. Ouais. Parce que c'était une nana à l'époque, elle devait avoir à peu près mon âge, quoi, tu vois. Hmm. Et elle devait avoir plus de 20 ans de pénite et... Mais parce que là aussi, ça fait partie des enseignements de ton bouquin. Tu dis que la mixité en milieu carcéral, en tout cas toi. Ben moi, écoute, je suis pas misogyne loin de là, hein, mais c'est trop. C'est trop. Ça a été trop. Trop de détenus. Moi, j'ai connu une époque, c'était les hommes avec les hommes et les femmes travaillaient chez les femmes. Maintenant, c'est... Je dis pas que c'est pas... Il y a peut-être des bienfaits, je veux dire, parce qu'il y en a qui disent, ouais, mais les femmes, ça évite les conflits. Peut-être. Sûrement, parfois. Mais il y en a trop. Quand tu vois que des fois, sur un bâtiment... sur 10 personnels, je veux dire une connerie, hein. T'as 7 femmes et 3 hommes. S'il se passe quelque... Une fois, j'avais été en renfort sur Aix. Une anecdote que je parle même pas dans le livre, tu vois. Tellement que j'en ai dans la tête. Une fois, je vais à Aix en renfort. Je me retrouve au bâtiment C, je crois.
Eh ben, on était 5, j'étais le seul mec, quoi, tu vois. Donc tu te dis, s'il se passe quelque chose, le rapport de force, il faut être honnête, c'est pas le même. Bien sûr, c'est particulier. Encore un autre sujet dont tu parles pas mal dans le livre, le sujet de la radicalisation. Et là aussi, on a l'impression que c'est un truc, puisqu'on parle d'évolution de la prison à travers les années, on a l'impression que c'est quelque chose qui était assez peu présent avant, et que plus ça passe, plus tu le vois. Et tu prends un exemple qui est assez parlant, Mehdi Nemmouche. Oh, oui, je l'ai gardé. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est Ben, passé Mehdi concrètement? Nemmouche, à l'époque, il était Oxy. Moi, je l'ai connu Oxy en 2000. Je suis arrivé à Salon en 2005, donc en 2008 à peu près, je crois que c'était. Auxiliaire d'étage, c'est-à-dire auxiliaire d'étage, c'était le détenu qui distribuait le repas, tu vois. La gamelle, comme on dit dans le jargon. Et le mec, comme toi et moi, tu vois. Pas du tout radicalisé à ce Pas moment-là. du tout, pas du tout. Et du jour au lendemain, il a commencé à se laisser pousser la barbe. Il nous disait plus bonjour, alors que c'était un gars poli, tu vois, bonjour surveillant. Là, tu fais quoi? Tu peux faire un signalement? Ben, on Enfin, a fait des signalements, on a fait, alors, comme je te dis, la barbe, après ça a été la djellaba, après ça a été un ou deux détenus de la coursive, après ça a été 3, après ça a été 4, ça a été 10. Parce que le problème, c'est que quand un gars est radicalisé, si tu le lèves pas de suite, c'est comme une pomme pourrie dans un panier, hein. ça pourrait sous le reste. Exactement. Et à l'époque, moi je me rappelle, on a fait des écrits, on l'a signalé. Bon, et après ils ont réagi, ils l'ont transféré, tu vois. Et tu vois, Mehdi Nemmouche, ce que ça a donné après. Mais rappelle-le Hein, peut-être que... ben, l'attentat à Bruxelles, Avec 4 morts. musée juif, voilà, exactement. Ouais. Et ça, donc, donc, tu parles des quartiers d'évaluation de la radicalisation. Oui. Est-ce qu'au-delà des signalements que tu as pu faire, est-ce qu'il y a des dispositifs qui sont mis en place pour permettre de lutter contre ça, contre la radicalisation en prison? Parce qu'on sait que c'est un sujet qui est de plus en plus Ben, présent. comme je dis, il y a des quartiers d'évaluation de la radicalisation. Ça, c'est Mais quoi concrètement? ben, en fait, des détenus qui ont la suspicion d'être radicalisés, ils les mettent dans ces quartiers-là, entre eux. Où ils sont isolés entre eux, ouais. Enfin, ils sont isolés des autres détenus, si tu veux, tu vois. Et ils leur font jouer aux échecs, ils ont des entretiens avec des assistantes sociales. Ils font tout pour les déradicaliser, tu vois. Mais moi, franchement, c'est... C'est efficace? Non. Non? Moi, j'avais un gars à Aix, à Arles, pardon, qui s'appelait Merail, radicalisé, enfin, et il s'est retrouvé dans l'affaire, je sais plus dans quelle prison, que les deux surveillants se sont pris des coups de couteau là, lors d'un UVF d'ailleurs, l'affaire, je sais plus comment ça s'appelait. Et il a été dans cette affaire-là, tu vois, et le mec, voilà, et il était radicalisé, mais il était en centrale. Ils l'ont pas mis dans un centre, enfin, dans un quartier pour la radicalisation. Tu vois ce que je veux te dire? Contre la Voilà. radicalisation. Et puis la radicalisation, comme je te dis, c'est pas forcément des gens d'origine maghrébine. Hein. T'as des radicalisés qui sont blonds aux yeux bleus, je veux dire, c'est des Français de souche, tu vois. J'ai des connus, moi, Français de souche. Et puis ils ont tellement la pression à Arles, moi je te dis à Arles, j'ai vu des mecs, moi, qui mangeaient plus de porc. Ah ouais. Et certains leur disaient, bah écoute, voilà. Et c'est, voilà, et comment faire? Et puis qu'en faire de ces gens-là? On avait un gars au QI, moi quand j'y étais, il avait pris 30 ans, mec, il traitait de mécréant, enfin tu vois. Et ce mec-là, il va sortir un jour, on va en faire quoi de ce type? Ouais. C'est complexe. Parce que, voilà, Oui, il faut le réintégrer après. Ouais. il faut le réintégrer dans la société. Ces gens-là, ils veulent pas se réintégrer. Il suffit pas de le faire sortir, effectivement. Et après, autre type de population aussi dont tu parles dans le bouquin, et c'est plus, tu en parles un peu moins d'ailleurs, mais c'est plus particulier, c'est les gars qui sont, tu parles d'un type azoulé qui faisait de la fraude à la carte bancaire. Oui. Ça aussi, comment ils s'inscrivent dans le paysage de la prison, et comment est-ce que toi tu communiques avec eux, parce que tu dis que c'est un mec Ouais, plutôt à sympa l'époque, moi, d'ailleurs. T'as vu Tapi aussi, je crois. Oui, Tapi, je l'ai connu à l'époque au quartier de Semi-Liberté des Baumettes. Ouais. Le mec, voilà, Tapi. Semi-liberté, parce que lui, il était journée voilà. dehors et soir À dehors. l'époque où il est venu aux Baumettes, au quartier de Semi-Liberté, il sortait le matin, il rentrait le soir. Puis bon, voilà, Tapi, on aime ou on n'aime pas Tapi, hein, mais c'est un personnage, quoi. Tu as pu échanger avec lui? Ah oui, moi j'ai discuté avec lui. Moi, il me disait, vous savez, surveillant, je me fais allumer par les juges de droite parce qu'ils croient que je suis de gauche, et je me fais allumer par des juges de gauche parce qu'ils croient que je suis de droite. Mais le mec, après on aime ou on n'aime pas Tapi. Hein. Mais bon, à Marseille, voilà, à l'époque, il était quand même aimé par rapport à l'OM, hein, tout le monde le sait. Hein. Et c'est un personnage, moi j'ai eu discuté avec lui.
C'est un gars qui avait le bagou. Même s'il était coupable, vous discutiez une demi-heure avec lui, vous disiez, mais il est innocent, ce mec. Et moi, il me l'avait dit une fois. Il me dit, enfin, pas qu'à moi, même à des collègues de l'époque. Il m'avait dit, mais surveillant, vous croyez que je suis assez con pour aller enterrer un sac de billets dans un jardin? Alors, voilà, quoi, tu vois, c'est... Et puis bon, Tapi, il partait le matin, il rentrait le soir. Nous, on y proposait le repas le soir, parce que t'es obligé, toi, quand ils rentrent en semi-liberté le soir, ils ont la gamelle, donc tu leur... Ils rentraient le soir, ils disaient, ah non, merci, c'est rien, j'ai trop mangé à midi, enfin, tu vois. Mais c'était un personnage, Tapi, c'était un personnage. Ouais. Et attachant, mais tu vois, l'histoire nous dit quand même que... Parce que Tapi était quand même de gauche, hein. Et à la fin de sa vie, il s'est fait agresser par des racailles, quoi. Alors qu'il les a défendus. C'est ce qu'il avait fait. Ouais, il a Ouais, effectivement une déclaration là-dessus en disant moi qui vous êtes C'est fait malheureux, mais c'est vrai, hein. Mais ça n'empêche pas que pour moi, c'était un gars. Après, voilà, il a trafiqué ou il a volé de l'argent, de toute façon, au plus haut sommet de l'État, hein. Enfin, de partout, quoi, on va dire, hein. Et après, donc Thierry, ce qui est aussi hyper enrichissant dans ton livre, c'est qu'on en apprend plus aussi, au-delà de toutes les anecdotes et au-delà de ta vie, et de tout ce que tu as vécu qui est absolument génial, on en apprend aussi beaucoup sur la réalité du métier de surveillant. Et de ce point de vue-là, c'est aussi intéressant parce que ça met le doigt sur un certain nombre de dysfonctionnements. Tu parles notamment des sujets dont on parle peut-être pas trop, mais le taux de suicide chez les surveillants pénitentiaires qui est beaucoup plus élevé. Ouais. On a le sentiment que c'est quand même un métier. Ah oui. Même si tu finis le livre en disant je regrette pas, Je- c'est quand même un métier difficile. Moi, je regrette pas parce que la pénitentiaire m'a fait bouffer, m'a fait vivre, m'a fait pouvoir m'acheter un appartement, m'a fait pouvoir partir en vacances. Mais c'est vrai que si t'es pas costaud dans la tête, c'est un boulot qui te bouffe. Psychologiquement, c'est psychologiquement que c'est compliqué. C'est pas un métier. Il faut pas des. Enfin, pour être surveillant, t'as pas besoin d'avoir une condition physique exceptionnelle. Mais si dans la tête t'es pas bien, moi j'ai connu des surveillants qui venaient travailler, tu vois, et j'en ai connu plein qui malheureusement se sont foutus en l'air, hein. Alors ça allait pas au boulot, ça allait pas dehors. Et moi, et comme je le dis dans le livre d'ailleurs, je trouve que on n'est pas, les surveillants ne sont pas assez suivis psychologiquement. Moi j'ai une anecdote, d'ailleurs j'en parle même pas dans le livre, tu vois, c'est un discuter avec toi. J'ai une anecdote à Arles, un jour il y a un jeune qui était venu me discuter avec moi à la porte, tu vois, j'étais à la porte ce jour-là. Et il m'avait dit, tu sais, peut-être j'en ai marre, je voyais que le jeune, tu vois, il était pas bien, quoi, tu vois. Et je me rappellerai toujours, un jour je vais voir la directrice, je discute avec elle et je lui dis, j'ai dit, vous savez, le petit jeune un tel, là, je sais plus son nom, il faudrait peut-être que vous le convoquiez, parce que j'ai discuté avec lui et il est pas bien. Elle me dit, mais c'est qui, monsieur qui? Donc je lui dis, elle me dit, mais je vois pas qui c'est. Donc tu vois, à partir de là, quand tu vois qu'ils connaissent, enfin, je parle de ce cas-là, moi, que je te dis, là, la direction ne connaissait même pas son personnel, donc comment tu veux... Ouais. Voilà. Et du coup, au vu de l'évolution de la pénitentiaire et de ce que tu en as vécu et de ce que tu en connais aujourd'hui, je sais pas si tu as des gamins, Thierry, mais Oui. tu leur conseillerais si demain, eux, ils veulent suivre tes traces et rentrer dans la pénitentiaire? Ben, moi, j'avais conseillé à ma fille, elle a passé le concours. Ah, ok. Elle a passé le concours, parce que je lui avais dit, écoute, et puis elle l'a eu. Et puis après, elle m'a dit non, elle m'a dit... Et elle a laissé tomber? Ouais, elle a laissé tomber. Alors j'avais voilà, je te cache pas que j'avais un peu les boules, parce que malgré tout, ça, voilà, c'est un métier que maintenant, quand même, qui est bien payé, en début de carrière, qui est mieux payé qu'à l'époque. Moi, à l'époque où je suis rentré, ma première paye, je crois que c'était en francs, 1750 francs, en fait, tu vois. Enfin, c'est... Maintenant, je crois qu'il touche dans les 1800 € net quand tu rentres. Ok. Enfin, dans ces eaux-là, tu vois. Donc, c'est pas négligeable, hein. Mais après, voilà, faut avoir le mental qui va. Faut avoir le mental, ouais. Et c'est compliqué pour les jeunes, malgré tout, tu vois. C'est malgré tout. Parce que nous, comme je t'ai dit, moi, je me rappelle à l'époque, en stage découverte, tout ça, on avait tout le temps le chef qui montait nous voir. Monsieur, comment ça se passe, comment ci, comment ça. Maintenant, bien que dès le départ, on était jetés sur les tâches, on avait quand même des chefs ou des formateurs qui montaient nous voir au moment de la distribution du repas ou quoi, te demander comment ça se passait, comment ta matinée s'était passée, si tu rencontrais des problèmes. Maintenant c'est fini. Tu vois les mecs qui les balancent sur les étages, c'est un bordel monstre. T'as des cellules ouvertes de partout. Enfin, moi je te le dis, il y a des cellules ouvertes de partout. C'est le Kosovo, puis... Bon. Et sur les baumettes elles-mêmes, on a le sentiment en se lisant qu'avant, tu as une perception des baumettes quand tu rentres aux baumettes, surtout avec ton père qui avait bossé longtemps,
une vision très... Ouais, Oui, pas oui. le Saint Graal. Et aujourd'hui, tu en Ouais. parles un peu... Ouais, un peu amer, quoi. À l'époque, il y avait une solidarité entre Soréens. Moi, j'ai connu des moments dans ma carrière que, heureusement, j'avais mes potes, quoi, tu vois. Autant dehors, quoi. Dehors, c'est une... mais dedans, tu vois. On faisait des nuits, et c'est vrai qu'à l'époque, les nuits, on faisait l'apéro, puis voilà. Mais on se mettait pas non plus tous les soirs Ah minables. ouais, tu rigoles. Mais voilà. On allait bosser. On savait que, voilà, le boulot était à faire, était pas facile, mais que tu avais le copain derrière. Que maintenant, t'as personne derrière. Pas tous, hein, attention, comme je t'ai dit, je généralise pas tous les surveillants. Hein. Mais tu vois, une anecdote, une fois sur les bâtiments, il y en a un qui s'est fait taper dessus de surveillant. Bah, son collègue qui était avec, il est resté pétrifié de peur, quoi, tu vois. Donc l'autre, il s'est fait bomber la gueule par terre. Et l'autre, il est resté à côté. On en revient, il faut avoir les reins suffisamment solides, tu Voilà. vois. Ouais. Ok, Thierry, on arrive déjà en fin d'interview. Je finis toujours par une question. Qu'est-ce que tu me conseilles d'inviter qui pourrait être intéressant pour l'émission et un Marseillais, bien sûr, ou au Ouais. moins qui a un lien avec Marseille et qui pourrait être intéressant d'inviter pour discuter de tous les sujets liés à Marseille et potentiellement de la pénitentiaire d'ailleurs. De la police, Tu m'avais donné. Il y a, Ouais. il y a Pierre Folacci, policier de la BRB, là, Ouais. qui est retraité depuis. Mais qui pourrait te parler aussi De tous des ces voyous, de tous ces sujets, ouais. Allez, Pierre Folacci, je Ouais, retiens. voilà. Thierry, encore un grand merci et merci à tous ceux qui nous ont suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission de L'Île Marseille.